Je vais profiter de ce que vous êtes en train de mettre votre présentation à l'écran pour vous présenter Mathilde. Merci. Je vous en prie. Donc, Mathilde, vous êtes doctorante en anthropologie sociale et philosophie des sciences à l'École des hautes études en sciences sociales. Vos travaux en cours font l'objet d'une thèse qui porte sur l'étude des collections vivantes de laboratoires du Muséum d'histoire naturelle et de laboratoire de l'Institut Pasteur, en particulier du Centre de ressources biologiques de l'Institut Pasteur. À partir d'une approche comparative de ces institutions, votre projet doctoral a visé à analyser comment elles mettent en collection le vivant dans une double perspective de matériel scientifique et d'objet patrimonial. Ce qui, dites-vous, Mathilde, dans le résumé de vos travaux, relève d'un apparent paradoxe, celui de conserver une mémoire scientifique ou patrimoniale à partir d'un matériau par définition non pérenne. Votre projet a donc reconsidéré ce paradoxe et exploré ses enjeux scientifiques, normatifs et éthiques. À partir d'une enquête de terrain, qui nous a amené à l'Institut Pasteur, où j'ai eu le plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous il y a quelque temps maintenant. Mathilde, à vous la parole. Merci beaucoup. Est-ce que ça fonctionne maintenant pour le partage d'écran? Très bien. Entendu. Merci Marie-Noëlle pour cette présentation. Alors bonjour à tous et à tous. Je vais vous présenter donc une communication qui traite de la question suivante. D'où vient la confiance en les collections et plateformes de l'Institut Pasteur? Mais tout d'abord, je remercie chaleureusement Marie-Noëlle Unguer, Philippe Esther ainsi que Rémi Artus de m'avoir invité à ce colloque et plus généralement de m'avoir ouvert les portes d'Icareb il y a quelque temps maintenant puisque mes visites et entretiens ont été mis entre parenthèses par la pandémie. Je remercie également le service des archives de l'Institut Pasteur et bien entendu les volontaires pour leur écoute et pour leur présence aujourd'hui. Je suis très heureuse de les rencontrer même virtuellement car j'aurais aimé aussi pouvoir faire des entretiens avec eux, ce qui n'a pas encore été possible. Voilà. Alors, je me présente un petit peu à vous pour compléter ce qu'a dit Marie-Noëlle, peut-être un peu en images. Donc, je mène actuellement effectivement une thèse en anthropologie des sciences à l'École des hautes études en sciences sociales et je suis contractuelle au CNRS. Donc, dans cette thèse, je m'intéresse à la manière dont les scientifiques mettent en collection le vivant à l'échelle de la microbiologie. Il peut donc s'agir de micro-organismes, de tissus et cellules cryoconservées d'animaux ou encore d'échantillons sanguins humains. Pour cela, je me focalise sur deux institutions qui sont des institutions de référence, l'Institut Pasteur d'une part et le Muséum d'histoire naturelle d'autre part, qui conservent donc chacun des collections mondialement reconnues de micro-organismes ainsi que des collections d'échantillons issus de prélèvements humains à l'Institut Pasteur avec la plateforme Icareb ou de prélèvements sur des animaux, par exemple au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, dans ces institutions, pour mener mes enquêtes, je me base sur plusieurs questions. Comment et pourquoi ce vivant minuscule est-il collectionné? Par quelle technique est-il conservé? Donc là, je vous ai mis quelques exemples au muséum de cryoconservation d'échantillons ou de lyophilisation. Quels sont les usages qu'on peut faire de ces collections? Quelles valeurs scientifiques et morales ou éthiques accompagnent la mise en collection du vivant? Donc, ma méthode d'enquête est ethnographique. Et aussi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs visites dans les collections de l'Institut Pasteur, des observations et des entretiens qualitatifs, donc avec les professionnels des collections. Cette méthode consiste aussi en une comparaison dans le temps avec une recherche dans les archives de l'Institut Pasteur pour éventuellement éclairer le fonctionnement des collections actuelles. Alors pour ce colloque, je propose de prendre un peu de recul historique, comme l'a dit Marie-Noëlle tout à l'heure, pour analyser un phénomène lié au dispositif de collection à l'Institut Pasteur, qui est celui de la confiance accordée aux collections, et en particulier à la plateforme Icareb. En effet, un constat qui ressort systématiquement de mes entretiens avec les professionnels de la plateforme Icareb est que les personnes qui viennent donner leur sang à l'Institut Pasteur, à la plateforme, accordent une très grande confiance à l'Institut. Et c'est une confiance que j'ai qualifiée de préalable dans le sens où très souvent, elle précède le don. Les donneurs arrivent avec, elle est un moteur pour venir donner son sang à l'Institut plutôt qu'ailleurs ou en complément d'ailleurs.
Donc, nous, les anthropologues, avons l'habitude d'analyser ce type de phénomène, comme la confiance préalable, à partir d'enquêtes auprès des principaux concernés en général. Par exemple, des anthropologues ont pu mener des entretiens auprès des publics des musées. En analysant le discours de ces visiteurs, on se rend compte qu'eux aussi accordent à l'institution musée une grande confiance avant même la visite d'une exposition, car ils perçoivent le musée comme un lieu de savoir et de vérité. Cette confiance préalable, elle engage la responsabilité des institutions concernées, car c'est une inclinaison à croire ce qui est dit ou à faire ce qui est demandé. Je dirais à l'inverse d'une attitude sceptique ou d'un doute de principe. Donc pour une institution scientifique comme l'Institut Pasteur, la confiance préalable des donneurs engage à la fois à faire de son mieux et à développer une pédagogie sur les limites dans lesquelles nous pouvons rationnellement espérer. Mais je reviens à la question, dans le cas de l'Institut Pasteur, comment la confiance préalable en l'Institut s'est-elle bâtie dans les esprits des donneurs? Donc c'est une question assez large et on peut dire qu'une partie de la réponse appartient bien sûr à l'histoire personnelle de chacun des donneurs, à son rapport à la santé et à la maladie, aux soins, à la médecine. On peut aussi faire appel à une histoire collective, à des moments décisifs dans la carrière, par exemple, de Louis Pasteur, le fondateur de l'Institut Pasteur, dans la construction d'une confiance qui n'était pas du tout acquise d'avance pour lui et pour ses collègues à l'époque, puisqu'il y avait différents obstacles, et notamment le premier obstacle, on peut dire que c'était le caractère contre-intuitif de ce qu'il avait mis au point du principe de vaccination, puisqu'il s'agit d'inoculer quand même une petite partie de la maladie, donc c'est assez contre-intuitif. Et puis un autre obstacle, c'était le contexte pré-pastorien de controverse autour des méthodes de début de vaccination qui existaient avant Pasteur, donc la variolisation, la vaccination générienne, qui étaient en fait des méthodes qui commençaient à être mises au point, mais qui représentaient un d'immenses risques aussi pour les personnes qui pratiquaient cette vaccination ou cette pré-vaccination. Donc il y avait un peu ce besoin de prendre confiance dans ces nouvelles méthodes et de les stabiliser, les sécuriser. Donc je vous ai mis ici, pardon, excusez-moi. Oui, ici je vous ai mis quelques exemples de finalement comment Louis Pasteur et ses collègues ont pu réussir petit à petit à gagner la confiance des populations, donc avec la vaccination. Et donc ici je vous ai mis l'exemple à Maisons-Alfort de la vaccination d'un troupeau de moutons, et puis ici des sortes de mise en scène, de photographie ou de dessin où Louis Pasteur, ou plutôt le docteur Granchet, pratique la vaccination sur des humains, ainsi que Albert Calmette, avec une photo que j'ai appelée dans le style de Pasteur. Donc Calmette et 2 enfants malais qui sont les premiers bénéficiaires d'un traitement préventif contre la rage en Asie. Donc voilà, c'est pour avoir des résultats, il fallait à la fois faire les choses médicalement correctement, mais aussi peut-être mettre en scène ses succès. Voilà. Alors, comme on l'a vu, cette question de comment on a acquis cette confiance en l'Institut Pasteur et en Louis Pasteur est une question très large. Donc, je voulais proposer pour aujourd'hui de restreindre cette question à d'où vient la confiance en les collections et plateformes de l'Institut Pasteur. Alors, sachant que dans le cas d'Icareb, puisque les donneurs sont amenés à collaborer sur le long terme, la question n'est plus seulement celle de la confiance préalable, mais aussi de comment se continue et se consolide la confiance sur la durée avec les équipes et le système de la plateforme. Donc, je vais traiter la question par 2 entrées. D'abord, en revenant aux origines du dispositif des collections à l'Institut Pasteur, puis en s'intéressant à un autre aspect qui est la prise en compte de l'humain à l'Institut. Alors, quelles sont les racines de la confiance en les collections de l'Institut Pasteur ?
Donc, lors de son ouverture en 1887, Louis Pasteur conçoit l'Institut Pasteur comme un centre de recherche sur les maladies infectieuses, un dispensaire contre la rage, mais aussi un centre d'enseignement de la microbiologie, ce qui était tout à fait novateur à l'époque. Donc, dès 1889, cet enseignement prend la forme du cours de microbie technique sous la direction d'Émile Roux, un proche collaborateur de Pasteur. Et c'est son préparateur, Alexandre Yersin, qui conserve et prépare les microbes pour le cours. Au départ de la collection, il y a donc du matériel de démonstration pour les travaux qui suivent les leçons. Et on peut ici d'ores et déjà faire un premier parallèle avec la plateforme ICAREB, puisque aujourd'hui encore, la plateforme récolte et fournit des échantillons pour une autre plateforme de l'Institut Pasteur, le CBUTEX, qui fait aussi partie du Centre de recherche translationnelle et qui utilise ces échantillons fournis par ICAREB pour des enseignements également. Mais celui qui a véritablement développé la première collection microbienne de l'Institut Pasteur, c'est un savant de la génération juste après Pasteur, le docteur Jean Binot, qui arriva à l'Institut en 1894 et qui devint à son tour le préparateur d'Émile Roux. Le docteur Binot a eu tout de suite l'idée de faire du matériel de démonstration pédagogique réuni par Yersin une véritable collection de références, comme l'indique René Valéry Rado dans un hommage à Binot, dans un ouvrage dont je vous lis ici un petit passage. Le docteur Binot ensemençait par douzaines de tubes des boîtes de pétri. Son désir fixe était d'arriver à constituer un jour, dans une salle de l'Institut Pasteur, la plus grande réunion de tous les microbes connus. Binot voulait donc faire de cette collection un outil de travail pour l'ensemble des pasteuriens et au-delà, une référence en Europe. Donc, il voulait plus seulement utiliser les microbes de la collection pour le cours, pour l'enseignement, mais aussi pour la recherche à l'Institut Pasteur et même échanger des souches et donner des souches ailleurs. Je fais ici une toute petite parenthèse par rapport à la présentation suivante pour dire que René Legroux, qui est la personne qui a pris la suite du docteur Jean Binot à la tête de la collection dans les années 1910 et qui a eu un rôle important pour cette collection également, est l'un des médecins qui a fait partie de la commission Sion de Nuremberg et qui a participé à mettre en place le code de Nuremberg. Donc, je trouvais intéressant de le souligner après ce qu'a pu nous dire le docteur Dreyfus. Donc, je reviens plus précisément à ma présentation. Comment est-ce que Jean Binot s'y prit-il pour faire de la collection une véritable référence? Alors, tout d'abord, on peut dire que Binot porta une attention particulière à la qualité du vivant collectionné, pour garantir la fiabilité des résultats d'expérience avec des micro-organismes, mais aussi pour garantir la sécurité des utilisateurs. Il mit au point un contrôle systématique des échantillons qui devaient être purs, c'est-à-dire ne contenir que le micro-organisme attendu. Il renseigna aussi systématiquement l'origine de chacune des souches et leur associa des informations sûres et précises en jetant les bases d'une traçabilité des échantillons. Donc des choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes, mais qui sont en fait à leur balbutiement et que ce docteur Binot met en place. Une partie de la confiance qui était accordée à la collection venait donc des protocoles rigoureux que le docteur Binot mit au point et de son excellence technique. Cependant, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur pour cette présentation, je voulais aussi montrer que ces aspects matériels ne représentent qu'une dimension de la collection et qu'il y a aussi ce que j'appellerais une part morale des collections, également importante dans la confiance accordée aux collections. En effet, Binot s'appliqua à développer la qualité de la relation pour accroître la collection et pour servir la collectivité. Donc, par une communication personnalisée, il mit au point un vaste réseau de déposants et d'utilisateurs, comme témoigne sa correspondance avec des chercheurs, pastoriens ou non, des médecins, des vétérinaires, des professeurs d'université et même des industriels, en France comme à l'étranger. Donc, au fil de cette correspondance, qui est conservée dans les archives de l'Institut Pasteur, on perçoit que Binot a progressivement, avec chaque interlocuteur, induit la confiance en son dispositif collectif de collection au cœur d'une science qui était pourtant assez concurrentielle, puisque chaque microbiologiste
avait ses propres intérêts de publication en son nom et de reconnaissance de ses découvertes et de description de nouveaux microbes. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Une carte postale de Charles Nicolle envoyée depuis l'IP de Tunis. Et Charles Nicolle explique à Bineau qu'il envoie des échantillons, mais qu'il va publier bientôt une note sur eux à la Société de biologie. Une autre lettre d'un vétérinaire à Bineau où il y a tout un vocabulaire qui est assez intéressant. Par exemple, le vocabulaire de la promesse. Donc, on fait la promesse d'envoyer un micro-organisme. Ensuite, on dit qu'on va bientôt, dans une publication prochaine, remettre en question sa dénomination, etc. Donc, il y a vraiment ce rapport de confiance qui se tisse. Et puis, un dernier aspect du travail de Bineau pour développer la collection, ça a été de communiquer sur la collection auprès d'un large public, donc de mettre en lien sa collection avec, si je puis dire, la société civile, ce qui peut nous faire penser à ce que disait tout à l'heure monsieur le directeur de l'Institut Pasteur. Donc Bineau avait vraiment cette préoccupation-là des publics et on peut le voir ici. Donc il a participé à plusieurs expositions universelles pour l'Institut Pasteur, exposition universelle de Paris en 1900 et de Liège en 1905 ici pour les exemples, mais bien d'autres également, où il a essayé de faire connaître le travail des pastoriens et la collection elle-même en trouvant des dispositifs pour dévoiler au public les micro-organismes en se passant de microscope. Donc, par exemple, là, sur la photo à votre gauche, on voit des grandes plaques de verre enduites de gélose et puis il a ensemencé des micro-organismes et ça montre au public les micro-organismes finalement comme des sortes de voies lactées. Et puis, dans l'armoire à droite, on voit les collections présentées dans des tubes de verre ou dans des boîtes de roue, donc les boîtes plates. Et là, on ne voit pas très bien sur la photographie, on n'a pas de meilleure archive. En réalité, il ensemençait la gélose de manière à ce que les micro-organismes écrivent le nom des pasteuriens qui les avaient découverts, Yersin, Roux, Émile Duclos, etc. Et aujourd'hui, à Icarev, comme dans n'importe quel centre de ressources biologiques d'ailleurs, la norme ISO 20387 implique la présence, par exemple, d'un catalogue pour permettre l'accessibilité et donc satisfaire cette exigence de communication, alors peut-être d'une manière moins démonstrative qu'ici, mais malgré tout, c'est aussi une préoccupation pour les collections et plateformes aujourd'hui. Alors, j'en viens à la seconde partie. Vous me dites si jamais je suis trop longue. Qui concerne la prise en compte de l'humain dans le système de collection de l'Institut Pasteur. Et je pense que ça complétera en quelque sorte l'historique du professeur Dreyfus. Donc, comment s'est passée l'intégration de l'humain à un système de collection ? Alors, pendant plus d'un siècle, entre 1898 et 2000, il n'y a pas eu de véritable biobanque d'échantillons humains à l'Institut Pasteur. Longtemps, les collections de l'Institut Pasteur sont restées uniquement des collections de micro-organismes. Dès la fin du 19e siècle, les pastoriens utilisaient les microbes pathogènes de la collection initiée par Bineau pour les inoculer à des animaux de laboratoire. La finalité était d'étudier les effets des micro-organismes sur un corps. Depuis Claude Bernard, Pasteur et Koch en Allemagne, ces expérimentations sur les animaux permettaient, et elles permettent toujours, de connaître et si possible de soigner les maladies humaines et animales sans travailler directement sur l'humain. Dans la recherche sur les maladies infectieuses, la logique dominante était donc d'essayer éthiquement de se passer au maximum de l'humain pour l'expérimentation. Alors, pendant que sont constituées ces collections de microbes et que sont élevés ces animaux de laboratoire, l'humain intervient, pour ainsi dire, en bout de chaîne, par exemple, après qu'on ait expérimenté sur différents animaux l'effet d'un vaccin. C'est bien entendu le cas connu du petit Hans, puis à l'Institut Pasteur, c'est le cas de toutes les personnes venues se faire vacciner au service rage du docteur Granchet. Ces humains viennent bénéficier d'un procédé déjà mis au point, ils ne viennent pas servir l'expérimentation pour la recherche sur les maladies infectieuses. Et par ailleurs,
Le sang, qui servait alors le plus dans le cadre de collection de microbes, était du sang animal pour la préparation des milieux de culture nutritifs quand ils étaient basés sur du sang animal. Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'en bref, dans l'expérimentation de l'effet d'un microbe pathogène sur un corps, autant que pour la conservation des micro-organismes, l'animal était indispensable. Mais grâce aux collections d'échantillons humains, oui, pardon, je reprends, excusez-moi. Les collections d'échantillons humains se présentent donc comme un dispositif qui ne remplace pas, mais qui complète la logique de l'expérimentation sur des animaux modèles. Alors, grâce à des avancées de la microbiologie, il a bientôt été possible d'expérimenter de plus en plus finement en diversifiant les modèles animaux et en les modifiant pour les calibrer de manière à mettre en exergue tel ou tel critère important pour la question de recherche à traiter. Cependant, rien n'assure à 100% celui qui pratique l'expérience sur un animal modèle que le résultat obtenu sera entièrement transposable à l'humain. Une autre voie dans l'expérimentation s'est développée, donc non pas sur un animal modèle, mais sur des échantillons de substances en provenance du corps animal ou humain. J'en viens donc à la création de la plateforme ICAREB. Alors, comme pour Jean Binot avec les micro-organismes, il n'y avait pas d'évidence à transformer les échantillons de sang humain nécessaires pour les chercheurs pastoriens pour leurs expérimentations en nombre toujours croissant en une collection ou en une plateforme centralisée. Lorsqu'en 2000, la direction de l'Institut Pasteur a demandé à Marie-Noëlle Ungerer d'organiser 2 cohortes de volontaires sains pour obtenir des échantillons pour des projets de recherche précis, elle a rapidement eu l'idée d'étendre ce dispositif et de créer de nouveaux protocoles et bientôt une plateforme qui distribuerait mais aussi conserverait des échantillons pour que les chercheurs puissent trouver les échantillons appropriés à leurs questions de recherche. Ce moment où Marie-Noëlle Ungerer a eu l'idée de la plateforme ICAREB doit donc être analysé comme un moment important pour l'Institut Pasteur, puisqu'avec la plateforme, l'humain entre lui aussi par des dons dans un système de biobanking apte à servir à l'expérimentation à l'Institut. Il s'agit d'une démarche au service du collectif qui participe à donner corps à la famille pastorienne, comme le fit en son temps Jean Binot avec la création de la collection de microbes. Alors, entrer dans ce système de collection, ça ne voulait pas seulement dire organiser des aspects matériels, donc la collecte, la conservation, la redistribution, mais aussi prendre en charge l'économie morale des collections de façon visible et écrite avec le recueil des consentements, mais aussi de façon plus ténue dans les relations entretenues dans le temps avec les équipes et les donneurs. Donc, à cette question qu'elle s'est sans doute pas formulée ou posée exactement en ces termes, de comment faire entrer l'humain dans un système de collection vivante pour servir la science expérimentale, Marie-Noëlle et ses collègues ont répondu par la création de la plateforme ICAREB, où la confiance est certes préalable, mais elle se passe aussi très exactement sur les mêmes critères que ceux développés par Binot pour faire des collections de microbes une référence, à savoir le contrôle de la qualité des échantillons, la qualité de la relation du donneur au pastorien et du pastorien au donneur, et la communication sur ce que permet la collection en termes de recherche dans des colloques comme celui d'aujourd'hui. En conclusion, je vais simplement dire qu'on retrouve dans la plateforme ICAREB, qui étend à l'humain le dispositif de collection, 2 dimensions de la collection de tradition pastorienne, l'une matérielle, le contrôle des échantillons, l'autre morale, la qualité de la relation, et la confiance perdure grâce à l'excellence de ces 2 dimensions. 2 points méritent, à mon sens, d'être soulignés. D'abord, les collections et plateformes de l'Institut Pasteur n'ont jamais été exclusivement des dispositifs matériels. La partie matérielle des collections ne doit pas nous faire oublier leur économie morale, qui est faite de circulation d'échanges informés et de qualité entre professionnels des collections, donneurs et chercheurs.
Et puis, dans le milieu toujours concurrentiel de la recherche en microbiologie, les collections et la plateforme ICAREB, comme celle de microbes mise au point il y a plus d'un siècle, se présentent comme des outils de travail partagés et collectifs au service de la science, des microbes et des sociétés humaines. Merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible si vous souhaitez échanger. Merci beaucoup Mathilde. Je tiens à vous remercier pour cet exposé, en particulier pour ce qui concerne ICAREB, puisque personnellement, je n'avais pas encore eu accès aux résultats de vos réflexions et de l'enquête que vous aviez faite sur le terrain à la plateforme. Je tiens à souligner que ce n'est pas seulement mon travail, mais celui d'un grand nombre de collègues et que je me suis juste inspirée des besoins que j'avais identifiés chez les chercheurs. Et maintenant, ce sont beaucoup de personnes qui sont porteuses de cette communication et de cette tentative de qualité de lien avec les donneurs. Et j'espère bien que ce qu'on est en train de monter aujourd'hui avec le COVOL va y participer. En tout cas, merci beaucoup pour votre exposé. Merci beaucoup Mathilde. Je vous invite maintenant à poser vos questions si vous en avez. Si vous souhaitez les poser oralement, vous pouvez lever la main directement sur Teams. Sinon, vous pouvez également les inscrire dans le chat. Et en attendant que vous formuliez vos questions, si vous en avez, Mathilde, je vous invite à répondre à la question d'Olivier qui est dans le chat. Alors, je vais regarder la question d'Olivier. Je vais la poser à l'oral. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai une question sur les animaux, sur les tests sur les animaux. Je me souviens de l'illustration avec Bonnie Albertine à laquelle j'ai participé auprès de la découverte. J'ai une question justement sur cette vision des tests sur les animaux. Aujourd'hui, ces tests sont acceptés. Alors, il y a quelques critiques, mais elles sont plutôt acceptées dans un cadre assez strict. Il y a un siècle, est-ce que c'était une question éthique ? Alors, en fait, si on remonte même un petit peu plus en arrière, je le racontais la dernière fois quand on a discuté ensemble, Rémi Artus et moi-même, à propos de cette présentation. Oui, il y avait déjà des controverses en fait éthiques au XIXe siècle sur l'utilisation animale, notamment dans les familles, puisque l'épouse de Claude Bernard, qui est un expérimentateur et un physiologiste très important, l'épouse de Claude Bernard était très en colère contre lui parce qu'il faisait des tests sur des animaux, sur des lapins, sur des cobayes, etc. Et donc, c'était l'objet de violentes disputes entre eux. Mais au-delà de cette anecdote, il y avait aussi déjà des espèces de, comment dire, je ne sais pas si c'était sous la forme associative, mais certainement pas, puisque ça date de 1901, la loi sur les associations, mais d'associations informelles de personnes qui étaient contre l'expérimentation sur des animaux. Donc, et aussi souvent qui étaient contre les zoos, puisque c'est un peu aussi la période où la ménagerie s'est mise en place. Elle a à la fois beaucoup de succès, mais aussi elle est très controversée. Donc il y a ces deux dimensions, la dimension d'exposition des animaux vivants et puis la dimension d'expérimentation sur les animaux vivants qui est déjà controversée. Malgré tout, alors on peut se poser la question du point de vue éthique. Mais malgré tout, ça permettait de ne pas expérimenter directement sur l'humain. Donc, je pense que c'était la voie qui était choisie. Et comme l'a souligné le professeur Dreyfus dans sa présentation, c'était, même s'il y avait déjà des personnes qui étaient contre, c'était malgré tout une autre époque. Donc, il n'y avait pas de réglementation comme aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. S'il n'y en a pas d'ici quelques instants, on passera à la suite. Je pose notre question, Rémi. Je t'en prie. J'avais une autre question. Mathilde Gallet-Keller, vous faites un très bel état des lieux de l'histoire de cette relation chercheur-patient, que ce soit dans l'histoire, mais aussi aujourd'hui, de façon contemporaine. J'aimerais me projeter un petit peu dans le futur, dans l'avenir. Comment vous voyez le futur de cette relation? Ou en tout cas, quelles sont les initiatives très récentes qui vous paraissent prometteuses?
Mais je dois dire que donc comme je vous le disais, ça fait à peu près un an que je suis pas venue, je n'ai pas mis les pieds à l'Institut Pasteur, sauf une journée aux archives arrachées à toutes les difficultés de la pandémie. Mais donc j'étais pas tout à fait au fait de comment se développaient les choses, bien que Rémi Artus m'en avait un peu parlé. Mais je trouve qu'effectivement c'est une très belle initiative que par exemple un volontaire ou une volontaire de l'Institut Pasteur puisse entrer au comité éthique. Et il me semble que c'est vraiment quelque chose qui est à développer, qu'il y ait à chaque fois des représentants de la société civile, alors plutôt des personnes impliquées déjà dans ces thématiques et dans des associations ou autres, ou dans des cohortes, qui puissent participer au comité éthique, parce que je pense qu'ils ont toujours une vision qui va être un peu en décalage par rapport à la vision du chercheur et qui peut apporter quelque chose. Sur ces questions de participation citoyenne, en fait, j'étais assez interrogée par l'utilisation de ce terme, mais je la trouve bonne. Mais c'est vrai que pour moi, par exemple, au Muséum d'histoire naturelle, la participation citoyenne, elle va plutôt consister pour des passionnés de botanique ou de zoologie, par exemple pour un passionné de botanique, à aller regarder dans sa région, recenser un certain nombre de plantes et envoyer ces données au muséum. Mais là, on parle quand même d'une chose très différente dans le cadre d'ICAREB, puisque ce qu'apportent les donneurs, c'est quand même une partie d'eux-mêmes, c'est autrement plus conséquent. Donc, cette participation citoyenne, elle est vraiment à des niveaux très différents. Et là, je trouve que c'est une implication éthique supérieure. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de normal, justement. Peut-être que dans 100 ans, ça nous paraîtrait tout à fait normal que dans tous les comités d'éthique, il y ait des donneurs qui fassent partie du comité. Je l'espère en tous les cas. Merci beaucoup Mathilde Gallet-Keller pour votre présentation et la réponse aux questions qui m'étaient posées. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Noëlle qui, je crois, a une petite précision à vous apporter pour la deuxième partie de l'événement. Et ensuite, on fera une courte pause. Oui, merci Rémi. Je rectifie une chose un petit peu incomplète que j'ai dite tout à l'heure. Donc pour cette deuxième partie, il y aura bien sûr les volontaires qui sont invités à prendre part aux différents groupes de réflexion, mais également tous les pasteuriens et les membres des différents comités d'éthique de l'Institut Pasteur qui vont être impliqués eux aussi dans la réflexion et dans l'accompagnement à cette réflexion. Donc voilà, petite consigne pour qu'ils restent bien avec nous et qu'ils ne repartent pas dès maintenant. Donc à tout à l'heure, après notre pause d'une dizaine de minutes. Merci à tous. Donc on se retrouve d'ici 10 minutes pour continuer avec la deuxième partie. Donc on remercie toutes les personnes extérieures à l'Institut Pasteur et qui ne sont pas volontaires d'avoir assisté à l'événement. Et nous vous tiendrons informés de la mise en place du comité des volontaires. Merci beaucoup.